Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour Thierry, sur LinkedIn, il est écrit que tu es fondateur et managing partner de Tolson Consulting. Tu nous expliqueras ce que ça veut dire précisément tout à l'heure. Tolson est une entreprise de conseil en pleine croissance qui, au-delà de sa mission de conseil classique, a développé un concept unique et innovant de communauté. Cette communauté permet à des entreprises sur des thématiques précises diverses et variées de se benchmarker et de partager des expertises et de travailler ensemble sur des sujets communs. Vous faites la même chose au sein des entreprises pour aider les collaborateurs à se révéler et je pense que c'est important aujourd'hui l'épanouissement au travail, c'est un facteur de fidélisation. Tu es aussi le fondateur de Synertrade, une entreprise qui fait le lien entre les plateformes d'achat et les fournisseurs en digitalisant le process de transactions internationales notamment. J'espère que j'ai fait un résumé correct. J'aimerais savoir si je peux dire que tu es un facilitateur, un entrepreneur facilitateur. Ah, alors, tu me demandes si je suis un facilitateur pour les deux projets qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait, l'un avec l'autre. Alors, Synertrade, c'est une aventure assez classique. Début des années 2000, c'est le boom Internet. C'est une rencontre. À l'époque, j'avais rencontré un garçon qui s'appelle Didier Picot, qui était le directeur des achats d'Airbus à l'époque, avec lequel on monte la boîte. Et donc là, c'est deux quadragénaires qui ont des bons diplômes en poche, et donc qui ont tout pour séduire, si tu veux, un investisseur. Et on lance Synertrade, qui est un outil de sourcing, de e-procurement, enfin pour les achats, essentiellement pour la fonction achat. Mais on le lance avec un modèle de service et tout ça, donc qui permettait de générer de l'argent relativement tôt, rapidement, donc de pas demander beaucoup d'argent à des investisseurs. C'est complètement différent avec Tolson. Alors Tolson, notre métier, c'est en effet la facilitation. Moi, je dirais plutôt l'accoucheur. On est un accoucheur d'idées vis-à-vis d'une équipe. On est un accoucheur de performance qui a deux fonctions qui s'entendent pas bien. On est un accoucheur d'idées et de choses quand il y a des entreprises qui ont des choses à échanger. Donc, je préfère accoucheur que facilitateur, même si j'ai pas. Ouais, accoucheur d'idées, accoucheur de performance. Tu vois, c'est en fait toutes les qualités, elles existent chez les gens. Il faut arriver à les organiser, les structurer et faire qu'elles cliquent bien entre les personnes. J'aime bien ce terme accoucheur. Ça veut dire que l'idée mature, elle est dans une équipe, elle est au sein d'une personne et que vous arrivez pour aider la personne à sortir l'idée, à la mettre en forme. Écoute, en tout cas, c'est très très vrai, surtout sur les équipes. Quand tu prends une équipe dirigeante, toi, un comité de direction, chacun a des opinions, toi, ils se réunissent et ils parlent de choses opérationnelles. Et puis de temps en temps, on va dire bon, on doit prendre un peu de recul. Comment on se voit, comment on se projette à l'avenir, quel est notre plan, quelle est notre mission, comment on doit y arriver. Ben là, ils ont tous les solutions en eux. Mais parfois avec des différentes perceptions. Alors, tu vois, l'accoucheur, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il crée les conditions pour que les gens aient la parole libre. Donc, tu fais des exercices au départ pour que les gens se sentent libres de parler entre eux, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis après, tu commences à construire ensemble. Donc, tu tires les bonnes idées qui sont à droite et à gauche et tu les mets comme les pièces d'un Lego ensemble et qui font un beau monument, une belle église, une belle mosquée, ce que tu veux, mais en tout cas, un beau monument ensemble. Et ça prend quoi comme forme, en fait, ces séances ? Alors ça, c'est très typique. Hein. Je te parlais juste un tout petit exemple d'activité qu'on a. Mais tu prends une équipe dirigeante, c'est un comité de direction d'une entreprise, toi, par exemple. Et parfois, on a une toute petite entreprise, hein, d'une PME, on l'a déjà fait ça. Eh ben, le résultat, c'est s'ils se donnent comme objectif de se dire quel est notre roadmap d'action, quel est notre plan d'action pour les 5-10 ans à venir, on va les aider à se mettre d'accord en une journée, voire en 2 journées, tu vois, dans le séminaire off-site, etc. On va arriver à les amener à mettre quelque chose de concret sur lequel ils s'entendent et ils sont tous preneurs, ils ont tous envie de le faire. Donc au final, vous réussissez à la fin de la journée à mettre tout le monde d'accord sur un objectif commun à court ou moyen terme, mais au final, l'objectif c'est de sortir avec un objectif commun. Un objectif commun et une manière de le faire commune. C'est qu'ils sont tous d'accord pour que le chemin vers l'objectif soit à peu près similaire. Ah oui, on est déjà dans la mise en place. Ouais. Bon, alors ça c'est une activité, hein. C'est juste pour illustrer, si tu veux, le mot d'accoucheur. Mais quand on a 25 boîtes, tu vois, on a une communauté qui s'appelle VDA actuellement là dans Tolson.
Alors, toutes ces 25 boîtes, elles travaillent sur les achats, elles comparent leur manière de faire, elles comparent les prestataires qu'ils utilisent, des choses comme ça. Eh bien, quand sur un sujet donné, les achats c'est très large, il y a plein de choses dans le monde de la fonction achat, mais quand on les fait travailler sur un sujet, par exemple, comment est-ce qu'on va aborder l'achat durable, c'est-à-dire le sustainable procurement, comme on dit en anglais, eh bien, on va les amener à échanger toutes les idées, toutes leurs expériences pour qu'ils aient une idée claire de ce qu'ils doivent faire. Alors, ils vont pas le faire ensemble parce que c'est des boîtes différentes, mais au moins, ils se sont mis d'accord sur se dire, c'est ça qui est important. C'est un peu comme créer un consortium d'idées, se dire, on a envie de faire ça, on est dans tel secteur, on va le faire tous de telle manière pour que ça ait du sens pour nous tous et qu'on ne se marche pas sur le plate-bande. Alors, on n'a pas cette ambition-là parce que tu vas faire bosser des boîtes comme, je sais pas, Michelin, Alstom, Société Générale, elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Donc, déjà, si au moins chacune individuellement, en ayant réfléchi, échangé avec les autres, soit capable de se dire, voilà ce que je dois faire, ça sera déjà très bien, tu sais, c'est pas mal, déjà. C'est pas mal et en fait, tu parles d'ambition. Moi, je trouve ça extrêmement ambitieux parce que au final, ce que vous réussissez à faire, c'est d'amener toutes ces entreprises-là à avoir une ligne directrice. Et vous pourrez très bien être un influenceur d'entreprise aujourd'hui, mais ce que vous choisissez d'être, c'est facilitateur, et je trouve ça très louable. En fait, je vais revenir sur un petit point. Donc, Xavier, qui est le cofondateur de Entrepreneur Café, travaille avec toi et en fait, on a longuement parlé de toi et c'est pour ça que ce podcast, cet enregistrement a lieu. On a trouvé que ce serait intéressant de présenter ton profil à nos auditeurs parce que tu es une personne extrêmement humble et qui arrive avec des solutions qui changent le quotidien des personnes que tu rencontres. Et ce qu'on aimerait, c'est que cette humilité-là et cette ingéniosité que tu traînes avec toi puisse transpirer dans l'enregistrement d'aujourd'hui. Bon, je sais pas si je vais y arriver parce que tu me donnes beaucoup de qualités là que je n'ai pas forcément, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais on va voir. Allons creuser. Raconte-nous qui tu es, comment est-ce que Tolson est né. Tu nous as déjà un petit peu parlé de la manière dont est né Sinertrade, mais j'aimerais vraiment t'entendre sur l'historique de ces deux boîtes. Ok, écoute, je t'ai déjà dit un petit peu en début de notre échange, le premier lancement de boîte, c'est vraiment une conjonction assez typique. Voilà, imagine-toi, je suis aux États-Unis, je travaille dans une boîte et je fais des trucs complètement classiques. J'étais dans une boîte américaine, je devais m'occuper de l'export de cette boîte, donc voilà, je voyageais et tout, sur des produits de luxe. Donc, je rencontre un copain qui me dit ouais, on a monté, c'était en 99, on a monté une agence interactive, monter des sites internet, etc. Tu vois, c'est un truc un peu neuf. Ouais. Et il me dit, tiens, j'aurais besoin de quelqu'un aux États-Unis, est-ce que tu peux nous aider à vendre quelque chose chez L'Oréal, justement et puis ça marche, je les aide, je me dis c'est marrant, écoute, et du coup je commence à bosser avec eux, je bosse avec eux, et là je découvre que, travailler dans une petite boîte, c'est passionnant. Ouais, on fait beaucoup de choses. Deuxième chose, je travaillais dans le B2C, si tu veux, je vendais des produits de luxe à je travaillais pas moi directement, mais je travaillais avec des agents qui vendaient des produits de luxe, en fait, à des consommateurs. Donc là, je travaille sur des solutions d'entreprise. Et en fait, le B2B, et pour moi, j'ai été fasciné par ça parce que c'était plus sophistiqué. T'étais obligé d'apporter plus de rationnel, enfin ça me correspondait mieux. Et donc j'étais emballé en fait par ce boulot-là, et je me suis trouvé des qualités commerciales aussi, si tu veux, qui ont bien fonctionné. Enfin voilà, quelques succès. Et puis je me suis dit 99. On a dans la folie Internet. Finalement, les deux gars qui avaient monté cette agence de web agency là, et j'étais pas plus con qu'eux. Je me suis dit, attends, il faut quand même faire quelque chose aussi sur Internet. Et à ce moment-là, je décide de revenir en France, qui était une décision difficile pour ma femme et mes enfants, mais qui était indispensable parce que quand tu veux monter une boîte, tu es obligé de le faire dans tes os. Tu peux pas changer de job
échanger d'environnement. Or, les États-Unis, pour moi, j'avais pas encore pris racine. Je connaissais plus des mondes dans l'international, plus qu'aux États-Unis. Tu es obligé d'être dans un réseau. Quand tu crées quelque chose, il faut que tu puisses appeler quelqu'un, des copains, des machins, etc. Il faut que tu sois un peu dans tes eaux. Donc, je reviens en frein délibérément. Je rencontre donc ce copain qui était directeur des achats d'Airbus, qui avait rencontré une boîte américaine qui faisait un truc intéressant. Puis on s'est dit, bah tiens, on va faire la même chose en France. Et donc on a monté Synerdeal, qui est devenu plus tard Synertrade, comme ça. Donc c'est un éditeur logiciel qui travaille dans la fonction achat. On arrive à lever un peu de fric, ce qui était bien, et ce qui n'était pas facile parce qu'on était déjà un peu sur la fin du cycle. Tu vois, c'était au moment du crack du Nasdaq et tout ça. On arrive à lever un peu d'argent. Mais surtout, au début, on vend pas le logiciel, on vend un service qui est d'aider les grosses entreprises à organiser des consultations et de réaliser des bénéfices. On vend du service, on gagne avec ça, donc on arrive, en prenant un pourcentage des bénéfices réalisés chez les clients, on arrive à générer assez rapidement du chiffre d'affaires. Donc on est financé par l'investissement d'un investisseur, un petit fonds familial, plus l'argent qu'on dégage, et donc la boîte grossit très vite. Là-dessus, en 2005, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur toutes ces périodes-là parce que c'est des joies extraordinaires. On monte de 2 personnes au début, très rapidement on passe à 20, on a une très forte croissance, on commence à être visible dans la presse, donc ça nous monte un peu la tête. On est 2 associés, c'est pas simple non plus, tu vois, de gérer ça. On était à 50-50 en fait dans le capital et avec pas une gouvernance claire sur qui, in fine, de décider. Donc, ça allait très bien quand c'est la croissance. Et puis, on décide du coup de se diluer un peu en temps, pour pas qu'on soit un vieux couple qui finisse par se taper dessus, de se diluer en rachetant, en fusionnant avec notre concurrent allemand, qui avait une structure très similaire, c'est-à-dire 2 fondateurs allemands, un petit fonds familial, pour plus que doubler la taille de la boîte. Donc on fait ça en 2006 et puis patatras, en fait la boîte en question avec laquelle on fusionne n'était pas aussi magnifique que ce qu'on pensait. Et on a une période très très dure là, 2006. Moi, je m'en retire opérationnellement, je reste dans le capital, je reste en tant qu'administrateur, j'aide autant que je peux en fait la boîte, qui finalement se redresse et c'est une belle histoire puisque Synertrade a grossi et puis on a vendu la boîte en 2015 à Econocom en l'occurrence. C'est une boîte c'est un éditeur logiciel qui est dans le monde de la fonction achat assez connu aujourd'hui, qui doit avoir je sais plus 400 personnes dans le monde entier, etc. Donc c'est une belle histoire assez classique. Et là-dessus, ce que j'ai appris, c'est dans la gestion de l'association. Notre point fort, ça a été d'être sur un bon secteur, d'être très pragmatique, d'être assez organisé, d'avoir visé très rapidement, tu vois, une certaine, stabilité économique, en fait, d'avoir assez rapidement un point mort qui nous donne beaucoup de solidité. Notre point de faiblesse à l'époque, ça a été quand même le tour de table, c'est-à-dire le capital, un fonds d'investissement qui a connu en fait des difficultés, des tensions au sein de leurs membres, qui n'a pas toujours été assez regardant avec ce qu'on faisait peut-être, ou nous a pas forcément aidé comme il le fallait. Et c'est arriver à être certain que les actionnaires de la boîte, tu vois, s'entendent bien, soient toujours en solidarité. C'est vachement important en fait pour la solidité et le succès d'une entreprise. Enfin, je sais que c'est un peu une platitude que je te dis là, mais nous on l'a vécu big deal. Mais on a relativement bien géré, mais ça a été vachement dur. Hein. Ça n'a pas toujours été simple. Et avec le recul, qu'est-ce que vous auriez pu changer dans votre rapport avec l'investissement? Pas forcément les investisseurs, mais avec le fonds, est-ce que ça aurait pu être autre chose qu'un fonds d'investissement aujourd'hui? Parce que c'est un gros sujet, en fait, l'investissement quand on se lance. En gros, je vois qu'il y avait un concurrent à l'époque, Evalua, qui est devenu plus gros plus vite, et ils ont fait 2 choses qu'on n'a pas faites, et à mon avis, ils ont eu raison. La première, c'était de s'autofinancer pendant beaucoup plus longtemps. Ils n'ont pas eu besoin, ils ont commencé peut-être plus petits, ils sont peut-être mieux démerdés que nous, mais ils n'ont pas eu besoin, tu vois, de financement externe, ce qui leur donne beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de rapidité, si tu veux pivoter plus rapidement. Enfin, t'es quand même, puis t'as pas tout ce reporting permanent. Enfin, tu vois, t'es vraiment plus concentré sur le développement de ton affaire. Donc, si tu peux éviter tu peux éviter la casse financement parce que tu as trouvé un modèle qui génère suffisamment de cash. Faut pas hésiter, mais enfin, c'est rare, hein, des modèles comme ça.
Mais eux, ils l'ont fait au début. Et en revanche, ils ont fait une deuxième chose qu'on n'a pas faite, et vraiment, ils ont eu raison de le faire, c'est très rapidement d'aller aux États-Unis. Moi, j'étais assez contre cette idée d'aller. Très vite, on s'est ouvert en Allemagne, en Grande-Bretagne. On a eu très vite en fait une expansion européenne, et on s'est dit l'exit à l'époque, ce serait de se faire acheter par une boîte américaine. C'était assez logique. Et c'est pour ça on était la plus grosse solution européenne. Dans ce domaine-là de la fonction achat, et on s'est dit on va se faire acheter par une boîte américaine, et puis voilà. Puis en fait, et je me disais aussi que le marché américain, tu peux pas y arriver avec ta bite et ton couteau, si tu me permets l'expression, mais il faut beaucoup d'investissement. Et en fait, la vérité, c'est que sur ce point-là, de la fonction achat, les Européens étaient bien meilleurs que les Américains. Même s'il y avait déjà des solutions américaines existantes, en fait, nous, conceptuellement, on était meilleurs. Donc, on arrivait avec des idées plus sioux, plus malignes. Donc, et ça, je l'avais pas vu, Je pensais pas qu'on aurait cet avantage concurrentiel qu'Evalue a eu sur le marché américain. La deuxième, c'est que en allant très vite aux États-Unis, tu gagnais la visibilité auprès des investisseurs américains. Et là, c'est plus du tout la même dimension qu'avec l'Europe. Evalua, ils se sont valorisés, mais 10 fois, 100 fois plus que nous, en levant des fonds localement, après avoir démontré leur potentiel aux États-Unis. Donc, il faut être visible aux États-Unis parce que tu as quand même des sources de financement qui sont beaucoup plus faciles. Ouais. Donc, je dois dire, et nous, Synertrade, on en avait galéré. Alors maintenant, je sais pas, on fait partie d'un groupe plus gros, il y a plus de financement, donc c'est peut-être différent. Mais quand tu es en forte croissance, si tu penses qu'on peut faire un trou aux États-Unis, ça veut dire quitte à ce qu'un des associés y aille, s'installe, il y a un vrai boulot qui soit fait localement. Il faut pas hésiter, ne serait-ce que pour trouver des sources de financement plus faciles qu'en Europe. Ouais, il faut toujours tenter le coup des États-Unis quand on a un produit Absolument. Technique. Mais je voudrais te parler davantage de Tolson parce que ça me tient, pour moi, si tu veux, Synertrade, tout ça, c'était il y a très très longtemps. Enfin, c'était il y a 20 ans, et je dirais que à l'époque, c'était, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été un entrepreneur qui a pesé. J'ai plus ce sentiment maintenant avec Tolson, où je dois te dire à titre personnel que j'ai une joie mais immense en fait avec Tolson, que j'ai pas eu en fait forcément dans Synertrade. La première. Tolson, je vais dire en 2 mots si tu me permets, c'est un cabinet de conseil, au fond des choses, c'est un cabinet de conseil. Donc, or que au début, c'était un peu le Thierry de Cassan Conseil qui vendait des missions d'organisation dans la fonction achat, parce que j'avais développé tous mes réseaux commerciaux là-dedans. Et puis qui tout d'un coup, il y a 4 ans, j'ai eu une idée toute bête, qui était de me dire, en fait, quand tu vends souvent le conseil, c'est tu fais une mission de conseil, quelqu'un vient te voir en disant écoutez, aidez-moi dans ma roadmap digitale dans mes opérations, c'est-à-dire en gros j'ai des usines et tout ça, et je voudrais que vous m'aidiez à savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle solution je dois choisir pour ma roadmap digitale. Et ce que fait une boîte de conseil, si tu veux, ils ont un peu de connaissances, mais ils vont aller quand même chez toi, ils vont regarder, ils vont discuter avec les gens sur place, ils vont apprendre énormément, ils vont mettre les idées en ordre, et ils vont te pondre une recommandation qui va être très bien, rien que pour toi, c'est parfait. Et puis tout le boulot en fait d'une boîte de conseil, si tu veux, c'est de capitaliser sur cette première mission pour essayer de vendre à peu près la même chose à une autre boîte, en ayant acquis beaucoup de connaissances de la première entreprise, si tu veux. Donc c'est un peu une étoile, et tu apprends dans une boîte, tu organises un peu les choses, tu l'enrichis un peu, tu revends et un peu plus cher si c'est possible parce que tu as plus de valeur, du coup, tu connais mieux ton métier, à une autre entreprise. Et voilà. Alors c'est 2 choses. La première, c'est que c'est toujours de la connaissance de seconde main finalement. Tu as appris un peu c'est pas toi qui as fait les missions qui a fait vraiment les projets ou dans la première entreprise. C'est première chose. Et puis deuxième chose, tu n'as pas, tu es une interface, quoi. Tu as une interface. Tandis que l'idée qu'on a eue il y a 4 ans, c'est de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que ces grosses boîtes, elles ont toutes essayé des choses, elles ont tous une pertinence, tu vois, dans ce qu'elles font, elles ont consacré de la ressource à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas très bien, déjà, bien structuré, des échanges directs entre entreprises? Tu vois, on a un groupe qui s'appelle Industrie 4.co, donc qui organise les échanges entre entreprises. C'est une deuxième communauté. Justement, tu parlais de Xavier tout à l'heure, donc il est à la manœuvre en fait dans cette communauté-là. On organise l'échange direct entre boîtes industrielles sur ce qu'elles ont fait de mieux en matière d'utilisation d'Internet, tu vois, dans les opérations.
Mais c'est fabuleux comme système. Alors, à partir du moment où tu l'organises bien, parce que ça, tu pourrais l'apprendre aussi en allant dans une conférence, en allant dans un cocktail, en mangeant des petits fours. Bon, bah, très bien, tu vas retenir 2-3 idées. Là, ce qu'on va produire, c'est un échange structuré. On a un sujet, on va le préparer énormément en amont, on le prépare beaucoup. On recherche des prestataires, des experts, on produit des comptes rendus qui sont super clean, qui sont super utilisables, et du coup, c'est vraiment de la connaissance bien structurée, qui est utilisable par les membres, qui sont appris des autres, qu'on a tous appris les uns des autres. C'est fantastique, quoi. Et ils le disent tous, quoi. Ils disent c'est une valeur énorme. Mais oui, c'est de la R&D en pierre brute qui est partagée dans la communauté. Mais du coup, je me pose la question de l'avantage concurrentiel. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui revient? Qu'est-ce que tu veux dire? L'avantage concurrentiel que nous apportons en fait aux entreprises qui appartiennent à nos communautés? Non, l'avantage concurrentiel qu'une entreprise du groupe pourrait avoir par rapport à une autre qui n'a pas encore accès à certaines pratiques, à certaines technologies qu'elle va apprendre. Là, je parle d'entreprises qui sont directement concurrentes. Est-ce que ça arrive? Elles le sont pas justement. En fait, elles sont pas concurrentes. En fait, au sein d'une communauté. Alors, dans la communauté achat, il y a quelques boîtes concurrentes. Les banques ont souhaité justement pouvoir être à plusieurs pour avoir des choses. Si tu veux, c'est toujours un peu compliqué quand tu échanges l'information. C'est soit les boîtes sont très différentes, elles se disent oui, mais c'est moins pertinent ce que je peux apprendre d'eux parce qu'ils n'ont pas du tout le même business, quoi. T'es une boîte comme Michelin qui fabrique des pneus et t'es une banque comme Société Générale avec plein de. Il y a rien, peu de choses à partager. En fait, dans les achats, il y a pas mal de choses à partager. Dans l'industriel, c'est un peu plus compliqué. Et dans l'industriel, en fait, oui, en effet, c'est mieux si tu veux, si les boîtes sont pas concurrentes. Donc, dans les faits, dans la communauté Industrie 4.co, il n'y a pas de concurrent direct. Donc, les boîtes sont beaucoup plus transparentes entre elles et elles apprennent toutes, même si t'es pas dans le même secteur. C'est ça qui est assez hallucinant. T'es Imerys, c'est une industrie de process, ou Arkema, une industrie de process. Tu apprends de Danone comme tu apprends de Legrand, tu vois, qui n'ont rien à voir dans les. Danone, tu vois ce que c'est, Legrand dans les produits électriques, ça n'a rien à voir, et tu apprends tout le temps énormément, c'est magique ce truc. C'est vraiment magique. Ils en place et ils se les échangent. Oui, et de l'expérience, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté, ce qui a marché, pas marché, comment ils ont calculé le ROI, le retour sur investissement, ce genre de choses-là, c'est extraordinaire. Et ce qui est assez incroyable, si tu veux, c'est que c'est un peu disruptif parce que une boîte de conseil, elle a deux grandes fonctions. La première, c'est aider les entreprises à y voir plus clair sur un sujet. Et puis, deuxième activité qui est comment je le mets en œuvre. Et là, tu as besoin de ressources un peu expertes. Ça, cette partie-là, ça change rien. Et je crois que le conseil, c'est vraiment génial pour ça. Mais sur la partie amont, tu vois, qui est de dire comment je vois plus clair sur un nouveau sujet, mais le système communautaire qu'on a mis en place, c'est fantastique. Alors, c'est pas simple, hein, c'est super dur à monter. Hein. Je veux pas. Et je vais te dire, l'équipe de Tolson maintenant, c'est une équipe de feu. Enfin, c'est extraordinaire. C'est des personnes qui sont bien meilleures que moi hein, dans ce qu'ils font. Ils ont une capacité à animer, une capacité à prendre les nouveaux sujets, à les apprendre vite, à être rapidement aussi pertinents que les boîtes et les membres de la communauté. Donc ça, c'est quand même des qualités qui sont remarquables, tu vois. Et il faut les avoir dans un cabinet, si tu veux, pour être capable de faire ça. C'est pas simple. Monter très très vite en compétence. Ouais. Oui, il faut monter très vite en compétence. Il faut être très rigoureux dans la manière d'organiser les choses. Il faut être super bon en interpersonnel parce que il y a une grande partie du succès qui est due à la capacité à faire que les gens s'entendent bien et veulent bien partager de l'information ensemble. Et comment est-ce que vous réussissez à mettre ça en place aujourd'hui sur des salons parce que tu me parles de la communauté, je me rends pas compte du nombre de personnes qui se réunissent quand vous faites des séminaires. Imaginons, enfin, il y a combien de gens? C'est 100 personnes, 200 personnes? Je vais t'expliquer. En fait, imagine, tu prends 20 boîtes, ok? Dans les 20 boîtes sur un sujet donné. Ça peut être les achats, ça peut être l'industrie 4.0, ça peut être tous les sujets RSE. Mettons que je prenne le sujet RSE. On a une communauté qui est en train de se monter, qui s'appelle le Sustainable Business Community, SBC. Là-dessus, tu vois, on va avoir, mettons, 10 boîtes. Le sujet, c'est pas, tout le monde va pas se réunir sur tous les sujets. On va identifier les 6, 7, 8 sujets qui sont importants
pour les membres de ces 10 boîtes, et qui représentent, mettons, 100 ou 150 personnes, quoi. Il y a une dizaine de boîtes par personne maximum, tu vois. Et alors, tout le monde ne participe pas à tous les sujets. Il y en a qui sont sensibles à tel sujet, à tel autre, quoi. Si tu prends le SBC sur le RSE, il y en a qui vont être sensibles aux aspects environnementaux, sur la réduction des émissions de gaz carbonique, d'autres qui vont être sensibles à la nature et au contenu, en fait, des rapports extra-financiers. Il y en a d'autres qui vont être très sensibles aux aspects éthiques. Donc, et c'est pas les mêmes personnes dans les boîtes. Donc, tu as des personnes différentes dans les entreprises membres. Et chacune va participer à un groupe de travail. Ce groupe de travail va se réunir toutes les 5-6 semaines. Donc, c'est ces réunions-là qui sont absolument clés. Elles doivent être super bien préparées. Elles doivent être très bien animées. Et elles doivent donner lieu, donner lieu à des comptes rendus super bons pour que ça soit utilisable. Donc, l'exercice, il est difficile dans la réalisation et la préparation de ces réunions pour que ça donne quelque chose. Mais en amont de tout ça, il faut la constituer, la communauté. Et ça, c'est un exercice qui est compliqué parce que tout le monde est là dans une communauté et se dire, c'est un peu comme sur Wikipédia. Si tu veux, tout le monde adore utiliser Wikipédia, mais il y en a moins qui sont prêts à contribuer. Donc, tout le monde se dit, ouais, mais bon, moi, j'aimerais bien apprendre, mais je suis pas trop prêt à le donner. Donc, il faut quand même arriver à créer cette dynamique dans laquelle un certain nombre de boîtes sont prêts à partager, à faire du give and take, c'est-à-dire que pour pouvoir recevoir, tu dois donner. Et c'est le savoir-faire des Tolsonites, tu vois, des gens qui participent dans Tolson, de faire ça. Et c'est une qualité fantastique. Et je dois dire, si tu veux, c'est quelque chose qu'ont aujourd'hui les Tolsonites, qui ont ce savoir-faire, et qui est remarquable. C'est de comprendre les sujets, d'avoir la capacité à animer les choses pour que les gens se livrent les uns aux autres. C'est assez incroyable, je comprends mieux maintenant la fierté dont tu parlais quand tu voulais nous exposer la manière dont a été créé Tolson. Et j'aimerais quand même que tu nous racontes, si possible, quel a été le cas qui t'a le plus marqué, quelle a été la communauté pour toi qui a été la plus difficile à créer, mais qui pour toi est l'un des plus gros succès de Tolson aujourd'hui. Ouais, c'est comme tu demandais à un papa quel est le meilleur de ses enfants, ou c'est pas possible. Je peux pas te répondre là comme ça, quoi. Les trois, elles sont fantastiques. Et les trois tiennent à des personnalités. Je te parlais beaucoup de l'industrie 4.co. Bon, ça tient beaucoup au fait que il y a Pierre Skabski qui est un garçon formidable qui a très vite est rentré dans le sujet, a eu une capacité à prendre les sujets, qui se passionne en fait, parce il veut rentrer dans les sujets, tu vois. Je te dis tout à l'heure, il faut cette capacité de Tolsonite à rentrer dans les sujets et capacité à animer. Et c'est lui qui a construit la communauté, donc tu vois, c'est une fierté, parce que moi, ça faisait très longtemps que je travaillais dans les achats, mais dans le monde des opérations, je connaissais moins de monde. Alors oui, j'ai apporté pas mal de contacts, oui, évidemment, mais le fait que cette communauté qui était c'est un peu comme si c'était une très belle fleur, une très belle rose qui était sortie un peu du champ. Elle a poussé à côté du champ, si tu veux. C'était dans un terrain qui avait été peu cultivé jusqu'à maintenant. Donc oui, je pense que c'est une fierté pas personnelle, mais c'est une fierté d'équipe pour Tolson, d'avoir su développer une communauté sur un terrain qui lui était pas familier. Et je dois dire que RSE, ça me semble être une évidence maintenant, et ça sera un succès. C'est déjà très bien parti. Là aussi, c'est en dehors de ce qu'on faisait, mais il n'empêche que c'était quand même plus proche de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On avait quand même pas mal travaillé en fait sur le sujet avant même de lancer la communauté. Donc ça sera les trois sont des fiertés, et les personnes qui les mènent, je sais pas, Tina Mashregi, Greta Ravelli sur la partie SBC, Tina aussi sur le VDA, c'est des personnalités qui tirent la boîte vers le haut, quoi. Comme Pierre et comme Xavier. On sent la fierté et la joie de travailler avec des personnes avec qui on innove. Et c'est beau à entendre. Je pense que elles seront très contentes d'entendre ça de ta bouche. Je sais pas, parce que on n'est pas là non plus à s'embrasser sur la bouche tous les jours, hein, non plus. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme si c'est Youpla Boom et compagnie, mais ouais, je pense sincèrement. C'est difficile, mais vous y arrivez en fait. Ah oui. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent dans ce que tu dis. C'est que c'est difficile. Personne n'a réussi à le faire.
Mais t'as rien fait, t'as rien vu encore. Tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas voir que Tolson, l'année prochaine, on entendra parler avec d'autres communautés, et ça deviendra une référence et complètement disruptif dans le conseil. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça va être une autre forme d'apprendre en fait ce qu'il faut faire grâce à ce système qu'on a développé et qui fonctionne bien. Eh ben c'est magnifique. Et on sent aussi chez toi cet esprit communautaire. Et ça m'amène à une autre question, c'est toi en fait, d'où est-ce que tu viens, quel est ton cercle familial, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, est-ce que tu es dans un cercle communautaire très fort, les amis pour toi c'est quoi, c'est à la vie à la mort, on aimerait savoir qui tu es vraiment dans la vie, en dehors du boulot. Parce que du coup, chez toi, là, dans ce que tu dis, il y a une sorte de communautarisme très fort qui ressort. Communautarisme, qu'est-ce que tu... communautarisme, souvent, tu vois, c'est... Oui, c'est peut-être mal dit, mais quand je parle de communautarisme, c'est mon cercle, ma tribu, mes amis, ma vie... Ouais, mais quand tu dis ça, c'est comme si tu mets des... c'est comme si ça se vide contre les autres. C'est pas mon cas du tout. J'ai une communauté, elle se crée pas contre les autres. Elle se crée tout simplement positivement parce qu'elle a c'est assez fabuleux de pouvoir dans un cercle donné, dans des conditions données, apprendre des autres et voilà quoi. Donc non, si je te devais te dire 2 mots de moi, j'aurais un peu mal à le faire, mais en gros, je suis d'une famille qui est très très traditionnel, hein, tu vois, mon nom, je porte mon nom et voilà, j'ai 7 frères et sœurs et le fait d'avoir été dans une, alors là si tu parles de tribu, oui, en voilà une, si tu veux, c'est quelque chose quand t'es une famille nombreuse et du coup, c'était super. En même temps, papa, il fallait qu'il bosse et c'était pas toujours facile, si tu veux, pour alimenter et faire bouillir la marmite, etc. Donc quand même conscience des choses et du coup très vite, en fait, moi, j'ai pris l'habitude de bosser tous mes étés pour être indépendant de mes parents, d'avoir rien à leur demander. Et du coup, depuis l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai toujours bossé toutes mes vacances pour gagner un peu de fric, quoi, et puis faire ce que j'avais envie de faire. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est de se prendre en main pour faire des petits jobs à droite, à gauche, comme probablement la plupart des étudiants font aujourd'hui. Mais je l'ai fait tôt. Après, donc c'était pas vraiment mon père était dirigeant d'entreprise, mais une petite boîte qui a galéré, enfin qui a connu les hauts, le bas, enfin ça n'a pas été juste un chemin de rose. En tout cas, plutôt avec les épines seulement. Il y avait quelques roses, mais il y a quand même pas mal d'épines. Donc je peux pas dire que ce soit mon contexte familial qui m'ait poussé à ça. Je pense que ça c'est venu petit à petit. J'ai monté la filiale d'une boîte américaine en France, donc j'ai appris à travailler seul et à monter une équipe à cette époque-là. Mais j'étais comme vachement aidé, si tu veux, par la maison mère américaine. L'ASP, toi, j'avais mon salaire qui tombait à chaque fin de mois. Ce qui est moins le cas quand tu es chez Tolson, si tu veux, où là tu te dis bon quand tu vends pas des missions, quand tu vends pas des clients pour tes communautés, tu vois l'argent qui rentre pas, etc. C'est une autre position quand même. Hein. Non, je viens pas d'un environnement qui est pratiquement entrepreneur. Peut-être la seule chose que j'ai apprise à cette époque-là, c'est se bagarrer pour avoir avoir une part supplémentaire du plat dans la famille. Et puis il y a aussi beaucoup de débats sur toutes sortes de sujets entre nous, de belles engueulades aussi, mais les repas étaient assez agités quand même à la maison. Puis après, bon, j'étais pas particulièrement doué à l'école et puis c'est juste j'ai eu une chance inouïe un beau jour de tomber sur un prof. Alors j'ai incroyable une conjonction de chance. J'étais dans une prépa puis il y a une place dans une très bonne prépa qui s'est ouverte. Je suis rentré dans la prépa, c'était une prépa HEC. Je suis tombé sur un prof qui m'a tout appris. Voilà, j'ai eu un prof d'histoire. Il m'a appris à réfléchir, à structurer mes idées, à être synthétique. Tu vois, je le montre pas là en te parlant parce que je parle beaucoup, mais à être synthétique et du coup, j'ai pu entrer dans une bonne école de commerce et même sans savoir trop bien ce que je faisais, mais déjà ça te met, ça te rend la vie plus facile après pour trouver un job et commencer. Mais je peux pas te dire aujourd'hui, je dirais pas à des enfants, toi, faites à tout prix une école de commerce, une très bonne école parce que tu finis par avoir à apprendre tu peux devenir c'est pas ce que tu as appris en école de commerce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tes expériences étaient
ce que m'a apporté l'école de commerce, c'est une certaine confiance en soi quand même. Quand tu as fait la meilleure école, tu es bien rentré et tout ça, et que ça donne un peu de confiance en soi, mais c'est dangereux. C'est une confiance dangereuse parce que tu sais, il y a un mec il y a le général, je sais plus comment il s'appelait, qui était le patron de l'école polytechnique, qui dans les années 70, si tu veux, avait fait un discours à l'entrée d'une nouvelle promotion dans l'école, et il disait, vous savez. La proportion de cons est la même en fait chez les polytechniciens et chez les non-polytechniciens. La seule différence, c'est que quand tu es polytechnicien et que tu es con, tu es beaucoup plus dangereux que les autres parce que tu te crois plus intelligent. Et ben c'est vrai, tu vois, c'est un peu le danger, il faut faire gaffe à ça. En revanche, je peux te dire que d'avoir fait de cette école, c'est HEC en l'occurrence, j'ai gardé mes meilleurs amis, quoi. C'est juste des gens avec qui c'est comme des frères et sœurs pratiquement. Enfin, c'est des super potes. Et je peux pas te dire que je l'ai pas utilisé d'un point de vue commercial, jamais. Et c'est des amis qui te poussent vers le haut et qui probablement t'ont encouragé. En fait, c'est important d'avoir autour de soi des gens qui nous poussent quand c'est difficile, parce que je suppose que Tolson, dès les débuts, ça n'a pas été forcément simple, et qu'il faut réussir à réunir une équipe qui est prête à... Mais je te dis, c'était cette idée-là de faire une communauté qui tout d'un coup, et c'est quelque chose qui germait. En fait, je dois te dire, il y a eu un autre truc qui a fait aussi. C'est pendant que j'étais Synertrade, là, tout ça. J'avais monté le club des directeurs achats. Et en fait, je me suis aperçu que j'adorais en fait réunir des gens et qu'on réfléchisse ensemble, tu vois, à un certain nombre de sujets. Et finalement, j'avais une certaine facilité pour le faire. En tout cas, certainement, j'avais très envie de le faire. J'adorais le faire. J'adore toujours le faire. Et j'avais une certaine facilité pour faire accoucher, pour faire qu'on se sente bien, et voilà. Donc j'avais bon, je sais pas pourquoi, mais j'avais ça. Donc en fait, c'est une évidence. Les communautés dont je te parle là, c'est juste, ça a été une évolution logique. J'ai monté ce club en 2004, une évidence. Il se passe qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai eu encore une session hier soir. C'était juste magique, quoi. Tu réunis 15-20 directeurs achats de grosses boîtes, ça n'existe pas en France, quoi. Un endroit où tu as le directeur achat des plus grosses boîtes françaises qui viennent là, enfin ça n'existe pas, on n'en parle pas beaucoup, mais on parle vraiment de manière débridée, sans langue de bois, sur des sujets qui peuvent être très sensibles, ou des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, et avec un vraiment plaisir. Si tu veux, du coup, après, la communauté achat, elle découlait de ça, quoi. Ça devenait tout naturel. Il faut aimer, il faut faire ce qu'on aime. Et visiblement, t'as trouvé. Ouais. Mais tu vois, je dirais que ça, c'est une chose, mais je dirais que le plus gros bonheur que j'ai avec Tolson, c'est plutôt de m'apercevoir que les gens qui entrent chez Tolson, ils sont encore meilleurs que moi là-dedans. Et ça, c'est incroyable. C'est fabuleux. Eh ben, c'est magnifique. C'est un récit finalement. Tu vois, moi, j'ai appris énormément de choses. Et enfin, j'ai appris quelque chose en tout cas, c'est que la synergie, la création de la synergie, parce que c'est une question que je me pose régulièrement en tant que manager, c'est comment réussir à faire parler des gens sur un sujet sans que ça ne devienne stérile. Et ben, c'est pas si simple, c'est pas inné, ça s'apprend. Ou alors, quand on est tolsonien, on l'a, et peut-être que je passerai faire une petite formation auprès de tes collaborateurs, mais que quand ça fonctionne, et ben en fait, ça fait tout exploser, toutes les barrières, et que ça marche en fait, qu'on peut y arriver, et qu'il y a peut-être une méthode à appliquer. Et parlant de méthode, si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, un seul, quel serait ce conseil ? À part entrer dans une de tes communautés. Oui, bien sûr. Non, mais c'est dur comme conseil. Tu vois, j'ai pas la prétention de donner des conseils pour ce genre de truc-là, parce que, et je vais te dire des platitudes, mais en gros, c'est déjà il y a tout le truc que tu peux lire dans les bouquins, c'est-à-dire essayer de bien trouver quelque chose qui peut te différencier, etc., etc. Bon, je vais pas passer là-dessus, mais j'insisterai beaucoup sur chercher le plaisir dans ce que tu fais, être très humble aussi, très humble. Si tu te mets en position de manager, en tout cas, c'est soit à l'écoute des gens. Et c'était pas naturel pour moi, hein, je dois le dire très très sincèrement. Ça m'est venu plutôt sur le tard, et même le très tard, où j'avais plutôt l'impression que j'avais pas besoin trop d'écouter. Et bien, en fait, il faut vraiment, t'apprends beaucoup plus en te taisant. Déjà, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, quand on se tait, on dit déjà moins de conneries, et ça t'oblige à écouter les autres. Et exactement.
il faut écouter son équipe, même les plus jeunes qui arrivent. Enfin, tu vois, nous on a des gens qui arrivent, les Stéphane, les Kauta, Mehdi, etc. Enfin bon, je n'ai pas envie de les citer tous parce qu'après, tous les, mais c'est incroyable quoi. Ils arrivent toujours avec des choses nouvelles, des choses, il faut les écouter. Enfin, il faut écouter. On apprend énormément en écoutant. Ouais. Exactement. Alors c'est un peu cucu ce que je vous dis, mais je te jure, c'est vrai, ça me Moi je suis fan des phrases bateau qui veulent dire beaucoup. Alors je les répète à longueur de journée parce que au moins ça m'évite de dire des nouvelles conneries. Les phrases bateau, elles ont fait leur preuve. Merci en tout cas Thierry pour ce moment. Je t'en prie, et je m'excuse auprès de tous les solsonites dont j'aurais pas cité le nom. Toi, j'en ai d'autres qui viennent en tête, là. Gabriel, Mehdi. Allez, c'est la minute dédicace. Tu vois, bon, voilà, écoute, tous les autres, j'ai un peu honte parce que, écoute, c'est l'émotion, si tu veux te parler, tous les prénoms me viennent pas en tête. C'est affreux. Pas de souci. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.